Vraiment toutes mes chaleureux remerciements au comité scientifique et ravi d'être ici avec vous pour vous parler donc de mode ventilatoire. Je vous avoue, quand j'ai découvert le sujet qui m'avait été confié, je n'ai pas trop su spontanément de quoi j'allais vous parler, puisque évidemment il y a plusieurs modes. J'utilise probablement pas les mêmes que Mathieu, qu'Audrey, que Jean-Michel. Donc, bref, vous allez voir, je vais vous faire une proposition. Je vous déclare évidemment mes liens d'intérêt. Je travaille avec quelques industriels, mais rien qui devrait, je l'espère en tout cas, pervertir le propos qui va être le mien dans les prochaines minutes. Alors déjà, quand on regarde dans la littérature, quand on fait un peu une cartographie de ce qui est utilisé en réanimation en termes de réglage de ventilateurs, il y a évidemment pas un seul mode de ventilation, il y a des modes de ventilation qui sont utilisés. Il y a parfois des différences entre pays, parfois entre villes. Peut-être qu'à Montpellier, on ne travaille pas de la même façon qu'à Clermont-Ferrand. Bref, on a des habitudes de soins et évidemment différents modes de ventilation. Il n'y a pas de véritable preuve, je ne crois pas en tout cas, du caractère très supérieur d'un mode par rapport à un autre. Et je crois qu'on sera tous assez d'accord pour dire qu'il faut surtout utiliser le mode de ventilation dont on a l'habitude et qu'on sait utiliser. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a une demande qui est très variable. Quand on est au Canada, la demande des docteurs canadiens, elle n'est pas tout à fait la même que celle des docteurs chiliens. Et donc, les industriels qui fabriquent donc les ventilateurs se retrouvent dans l'obligation de répondre aux demandes du marché et donc d'implémenter dans leurs machines des modes qui satisfassent à peu près à tout le monde. Donc ça, c'était des données qui ont une petite vingtaine d'années. Quand on se rapproche un peu plus des années qui nous concernent, finalement, c'est toujours pareil. Des modes qui sont très variables. Vous voyez, ici, on trouve de la ventilation assistée contrôlée, de la VACI, de la pression contrôlée, de la VACI. On trouve un petit peu de tout, et sans véritablement grande différence selon que les patients présentent un SDRA ou d'autres types de pathologies. Un certain nombre de modes de ventilation sont utilisés. Et c'est vrai un peu dans le temps, même si globalement, quand même, quand on analyse des périodes d'exposition à de la ventilation mécanique, c'est plutôt des modes contrôlés qui sont prioritairement utilisés, en tout cas pendant les périodes d'exposition les plus longues. Autre travail, et c'est la dernière un peu étude épidémiologique ou observationnelle que je vais vous montrer, en 2016, donc ce travail du groupe Provent, qui présentait également un certain nombre de modes de ventilation, et vous voyez que on retrouve des choses dont Mathieu nous a parlé. Ils utilisent assez modestement la NAVA, mais on retrouve des choses dont vous avez probablement plus l'habitude, de la ventilation en volume ou en pression contrôlée, la PRV dont Jean-Michel vous avait parlé, à peu près 20% des patients qui sont ventilés selon qu'ils aient ou non un SDRA. Donc c'est aujourd'hui ça qui est utilisé dans le monde. Donc pour bien faire, il faudrait que je vous parle en fait de tous ces modes de ventilation les uns après les autres. Alors il y a évidemment la ventilation volume en pression contrôlée l'aide inspiratoire, mais c'est évidemment pas le seul mode de ventilation. Et vos ventilateurs disposent d'une foultitude de modes de ventilation. Et donc comme j'ai pas su comment vraiment aborder le sujet et qu'on est entre nous, qu'on a un peu de temps, je vous propose qu'on les prenne tous un par un. Évidemment, on ne va pas faire ça parce que vous allez me jeter des cailloux, ça serait juste intordable. Et puis, je rappelle que l'amphithéâtre ferme à 18h. C'est ça. Donc, on va aborder le problème de façon un petit peu différente. Alors, je vous propose qu'on les, peut-être pour ceux qui sont un petit peu moins familiers ou familiarisés avec, avec ces questions-là, qu'on les appréhende de façon un petit peu différente. Donc, il y a tout ce qui est totalement contrôlé. Donc, la ventilation, elle va être directement imposée aux patients et de façon obligatoire. Et donc ça, c'est ce que vous avez quand vous utilisez de la ventilation en volume contrôlé ou en pression contrôlée. Vous allez régler un volume en volume contrôlé, une pression en pression contrôlée. Et de façon systématique et imposée, c'est ce volume ou cette pression qui va être délivré aux patients. Il y a en parallèle de ça des modes assistés, qu'ils soient en volume ou en pression. Donc c'est la ventilation assistée contrôlée, la fameuse VAC, ou son pendant qui est la pression assistée contrôlée, la PAC. Il y a des modes d'assistance intermédiaires, la VACI ou la PACI, encore une fois le pendant en volume ou en pression de l'un ou de l'autre. Il y a l'aide inspiratoire dont on parlera évidemment dans un petit moment. Et puis des modes un peu intermédiaires, assistés également, la BIPAP ou la PRV que Mathieu a commencé à évoquer. Puis en parallèle de ça, il y a des modes qu'on appelle des dual modes ou des modes hybrides qui intègrent des boucles de régulation, qu'elles soient sur un ou plusieurs paramètres.
Parmi celles-ci, il y a effectivement le mode NAVA ou la PAV, la pression proportionnelle. La NAVA, encore une fois, qui, comme Mathieu l'exposait juste avant, permet d'aller détecter l'activité électrique au niveau du diaphragme. Donc, c'est des modes qui utilisent des boucles de régulation qui sont un peu plus complexes que celles qu'on a dans les modes de ventilation un peu plus classiques. Et puis, il y a des systèmes automatisés. Il y en a maintenant quelques-uns qui sont disponibles que vous pouvez utiliser si vous avez les ventilateurs qui les délivrent. Bref, une offre qui est assez large. Reste à savoir ensuite réellement à quoi ça sert. Est-ce que c'est bénéfique d'utiliser tous ces modes pour les patients? Et effectivement, quand on regarde, par exemple, ça c'est un ventilateur Drager, mais on aurait pu faire la même chose avec un ventilateur General Electric, de Mackie ou d'autres. En fait, tous ces modes-là sont disponibles en routine dans vos ventilateurs. Je ne sais pas si vous avez passé en revue le journal des modes, mais c'est une offre qui est quasiment infinie. Et quand on n'est pas très familier ou familiarisé avec ces ventilateurs-là, on peut parfois se perdre ou se laisser tenter plutôt par l'utilisation d'un mode un peu exotique, en se disant tiens, celui-là il a un joli nom, je vais peut-être l'essayer. Il faut faire évidemment attention à ça, puisqu'on risque de faire des bêtises si on ne comprend pas exactement ce qu'il y a derrière, ce pourquoi éventuellement le mode peut être utile pour le patient. Et donc il y a des modes encore une fois en volume et des modes en pression. Ça c'est la dichotomie assez classique. Dans un mode volumétrique, dit mode en débit, on va délivrer un volume que l'on va contrôler, et à l'inverse, quand on parle de mode barométrique, c'est la pression qu'on règle, et le volume par définition va être variable. Mais encore une fois, que l'on fasse le choix du volumétrique ou le choix du barométrique, l'un étant le pendant de l'autre. Vous voyez qu'en mode volumétrique, vous avez la ventilation en volume contrôlé, son pendant la ventilation en pression contrôlée. Dans les deux cas, évidemment, l'objectif, ça va être de pouvoir, le plus rapidement possible, on va l'évoquer juste après, initier le sevrage de la ventilation mécanique, puisque comme nous l'a dit Audrey, c'est pas quelque chose de forcément très souhaitable, pas très physiologique que d'imposer des pressions positives à un patient. Et donc, il y a un certain nombre de modes d'assistance partielle qui vont nous permettre de passer de l'un à l'autre de façon plus ou moins élégante et de façon plus ou moins applicable concrètement à l'état clinique du patient. Alors les objectifs, évidemment, et ça doit bien être ça, nos objectifs qui guident les choix que l'on va être amené à faire, c'est naturellement d'améliorer les échanges gazeux chez un patient que l'on se retrouve dans l'obligation de placer sous assistance ventilatoire mécanique invasive. Et puis, en ayant en arrière-pensée, ça Audrey nous l'a bien dit, ça a été également évoqué par Mathieu, l'objectif d'appliquer les réglages de ventilation les moins traumatisants ou les moins délétères possibles en essayant d'éviter tout ce qui va être induit potentiellement par un réglage inadapté, qu'il s'agisse de lésions pulmonaires ou de lésions diaphragmatiques qui vont être possiblement induites par un réglage inapproprié du ventilateur. Ce qui me semble, moi, surtout essentiel, et on va se servir de ça un peu comme un fil conducteur, c'est de ne pas dissocier, finalement, le patient de la machine. En ayant en tête qu'il s'agit d'un couple et qu'il va falloir, idéalement, essayer de choisir le mode qui répond, certes, à l'objectif thérapeutique qui va être d'améliorer, encore une fois, les échanges gazeux, mais en s'adaptant à l'état clinique du patient. Et pas l'inverse. C'est-à-dire que l'idée, ça ne va pas être, ou ça ne devrait pas être, d'essayer à tout prix d'adapter le patient pour lui imposer un mode ventilatoire donné. Typiquement, ce qu'évoquait Audrey, on se retrouve avec un patient qui, à l'évidence, présente des asynchronies. Naturellement, ou de façon un petit peu systématique, le réflexe pourrait être de dire je vais faire un petit bolus de sédation, voire faire un petit curare tranquillou, je retourne me coucher et on n'en parle plus. Ça s'appelle adapter le patient à la machine. Ça ne s'appelle pas adapter la machine au patient. La bonne solution serait peut-être de réfléchir à ce que l'on pourrait justement utiliser comme modalité de ventilation pour s'adapter au patient et à l'état clinique du patient. Et là, l'offre, elle devient de fait un peu plus cohérente, puisqu'en fonction de l'état clinique, en fonction de la pathologie, de la sévérité, de ce que va être capable ou non de faire le patient, l'idée, ça va être de trouver le bon mode pour le bon patient, mais également pour la bonne situation clinique, en sachant que ce qui est vrai au début de la prise en charge peut évidemment évoluer dans le temps. Et donc au départ, souvent quand on est dans une situation aiguë, on va se retrouver assez naturellement face à l'utilisation ou contraint d'utiliser un mode totalement contrôlé. Ça peut être ça l'objectif, en tout cas thérapeutique. Et puis progressivement, on va essayer d'alléger, en tout cas le plus rapidement possible, la profondeur de la sédation, limiter en tout cas l'exposition à des sédations prolongées, et ça va rendre possible l'utilisation de modes d'assistance partielle. Alors on en parlera de quelques-uns évidemment, l'objectif étant encore une fois de permettre le sevrage de la ventilation dans les meilleures conditions et surtout le plus rapidement possible.
Alors quand on est face à un patient qui présente un syndrome de détresse respiratoire aiguë, là on est souvent tenté d'appliquer rigoureusement et scrupuleusement les recommandations qui nous sont faites, que ce soit par les sociétés européennes ou les sociétés nord-américaines de réanimation. Et là, vous le savez, chez un patient qui présente un syndrome de détresse respiratoire aiguë, les recommandations nous disent qu'il faut absolument essayer de faire en sorte que le volume courant n'excède pas 8 millilitres par kilo de poids idéal théorique, en se fixant une bande qui peut descendre jusqu'à 4 millilitres par kilo de poids idéal théorique, donc c'est des volumes courants qui peuvent être parfois très très bas, et en se fixant des objectifs de pression de plateau qui ne doivent pas excéder 30 cm d'eau. Alors quand on est face à un patient qui est dans cette situation clinique donnée, évidemment que ça va être des objectifs que l'on va plus facilement, plus spontanément vouloir atteindre en utilisant un mode totalement contrôlé. Et ça a été également reconfirmé par des recommandations plus récentes de la Société européenne. Chez les patients qui présentent un syndrome de détresse respiratoire aiguë, il est encore une fois, même très récemment, les recommandations datent de l'an dernier, recommandé de se fixer ça comme objectif thérapeutique. Et donc dans ce cas-là, si on veut absolument faire ça, le seul moyen d'y parvenir, c'est d'utiliser des modes totalement contrôlés, qu'il s'agisse de la ventilation en volume contrôlé, ce qui est un choix qui est assez spontanément ou assez naturellement plutôt fait par les équipes françaises. À l'étranger, en Allemagne par exemple, ils utilisent plutôt de la ventilation en pression. Mais au finish, on ne fait pas probablement beaucoup moins bien ou mieux en utilisant un mode en volume ou un mode en pression. L'objectif étant, encore une fois, de savoir ce que l'on fait, pourquoi on le fait, et de se fixer comme objectif, encore une fois, de ne pas dépasser les 30 cm d'eau de pression de plateau, et en essayant, si possible, d'avoir un volume courant compris entre 4 et 8 millilitres par kilo de poids idéal théorique. Comme je vous le disais, pas de vraie différence entre la pression et le volume pour un patient donné ou une situation clinique donnée. Pour une compliance donnée du système respiratoire, le volume que vous allez régler sur votre ventilateur va générer une pression dans les, non pas une pression de crête, mais une pression au niveau alvéolaire ou une pression de plateau, qui sera finalement la pression que vous régleriez si vous utilisez une modalité de ventilation en pression pour obtenir le même niveau de volume courant. Donc de fait, quand on utilise de la pression ou du volume contrôlé, il n'y a pas de vraie grosse différence, si ce n'est la modalité de délivrance du débit dont on parlait tout à l'heure. L'un des gros avantages de ces modes de ventilation totalement contrôlés, c'est qu'ils vont vous permettre de surveiller ou de monitorer des éléments qui sont sûrement utiles en termes de sécurité. Audrey en a dit un mot, notamment grâce à la réalisation de pauses, qu'elles soient téléinspiratoires ou téléexpiratoires. Ça va vous permettre d'avoir accès à des informations en termes de pression de plateau ou de PEP total, qui sont utiles pour qualifier et surveiller surtout ce que vous faites en termes de délivrance de la ventilation mécanique. Alors Audrey l'a évoqué aussi, aujourd'hui vous savez il est suggéré ou recommandé en tout cas de jeter un œil attentif si possible à la résultante de nos réglages en termes de pression motrice, en se fixant des objectifs de pression motrice qu'il ne faut probablement pas dépasser, sans que personne d'ailleurs ne sache véritablement quels sont ces objectifs. La limite de pression motrice, elle est sûrement à affiner, puisque personnellement moi je ne la connais pas, et puis en gardant quand même en tête que la pression statique dans les voies aériennes, c'est un reflet qui est très imparfait, puisqu'elle traduit de l'implication, évidemment, de ce qui se passe au niveau pulmonaire, mais également au niveau de ce qui se passe au niveau pariétal. Et un même niveau de pression, niveau de pression motrice pourrait traduire d'une réflexion, d'une composante pulmonaire et de composante pariétale qui sont éminemment différentes. Donc c'est également un reflet qui est assez imparfait de la quantité de stress qui pourrait être générée au niveau du poumon. Et puis, il y a évidemment, dans ce couple patient-machine, un autre élément qui est celui de la sédation. Et encore une fois, là aussi, on a des recommandations, avec aujourd'hui des recommandations assez robustes, qui doivent nous suggérer d'utiliser à chaque fois que c'est possible des sédations plutôt légères à modérées. Il n'y a plus vraiment, à l'exception peut-être du traumatisme crânien grave, d'indication de sédation profonde. C'est-à-dire que même chez un patient qui se retrouve à être intubé parce qu'il présente des critères d'insuffisance respiratoire aiguë avec des critères de syndrome de détresse respiratoire aiguë évidents, ce n'est pas un patient pour lequel on va devoir obligatoirement dégainer une sédation extrêmement profonde, voire systématiquement curariser le patient. Les objectifs doivent être également pour ces patients-là une sédation plutôt légère à modérée. Ça avait été assez joliment mis en avant par Gérald Schank et Jean-Michel dans cette revue publiée il y a quelques années maintenant. L'idée étant, encore une fois, de se fixer comme objectif une sédation plutôt légère à modérée en utilisant des produits de sédation qui vont pouvoir permettre ça, et puis de ne finalement décider que d'approfondir la sédation que quand l'état clinique du patient le justifie de façon indiscutable.
Sauf que quand on fait ça, quand on adapte sa sédation pour se fixer un objectif de RASS, à aller entre +1 et -1 peut-être, ça devient très difficile, parfois impossible, d'utiliser une stratégie de ventilation contrôlée et justifier peut-être que vous fassiez des choix alternatifs en utilisant des modes ventilatoires différents. Ce d'autant qu'un patient qui a une insuffisance respiratoire aiguë, ça aussi ça a été évoqué par Audrey, a parfois une demande ventilatoire extrêmement importante avec une commande qui peut être modifiée. Et là aussi, dans cette review, il était assez spontanément proposé, de fait, d'avoir recours à une adaptation du ventilateur pour s'adapter non pas à ce que l'on veut absolument imposer au patient, mais plutôt en essayant de s'adapter à ce que va pouvoir faire le patient. Et donc c'est bien encore une fois l'idée que le mode que l'on va choisir doit être adapté au patient et pas vouloir à tout prix adapter le patient à ce que l'on veut lui imposer. Et ça, ça peut justifier l'utilisation de modes de ventilation alternatifs. Alors évidemment, quand le patient a une activité ventilatoire spontanée qui autorise l'utilisation de la VSAI, peut-être que ça sera ça le bon choix. Mais dans cette review proposée encore une fois par Jean-Michel et Gérald, il était assez spontanément évoqué, c'est peut-être pour ça qu'il nous en a dit un mot tout à l'heure, l'idée qu'il fallait peut-être switcher sur des modes totalement asynchrone ou permettant la dysynchronie totale en tout cas, et par exemple l'utilisation de la PRV ou peut-être de la BiPAP, on va en dire un mot. Ce d'autant que, vous le savez, la ventilation contrôlée, totalement contrôlée, on l'applique en se fixant comme objectif de limiter les lésions pulmonaires induites par la ventilation mécanique. On va essayer de limiter son volume, limiter ses pressions de plateau, c'est super, mais ça ne vous garantit absolument pas que vous avez une ventilation qui est totalement protectrice, notamment parce que, et ça a été encore une fois très bien documenté par Mathieu, ça peut être la cause de mécanismes de dysynchronie notamment, et en particulier de reverse triggering, qui sont assez communs, comme Mathieu nous l'a très joliment documenté, chez les patients qui sont en ventilation contrôlée. Et donc, il faut faire attention à ce que l'on fait. Et ce n'est pas parce que vous avez réglé sur votre ventilateur un mode en volume, avec un VT qui est réglé entre 4 et 8, et que vous avez une P plate inférieure à 28, que ça vous garantit que vous n'êtes pas délétère chez votre patient. Et donc, il faut probablement aller un petit peu plus loin dans le diagnostic. Alors quand on regarde, et ça c'est Gérald qui avait fait ça quand il était en mobilité à Chicago, quand il regardait dans cette équipe ce que faisaient les équipes, et ça rejoint le commentaire fait par Audrey tout à l'heure, ce que faisaient les équipes dès lors qu'elles diagnostiquaient des événements de dysynchronie, souvent il y avait une augmentation, une majoration de la sédation qui était proposée. On augmente la sédation pour ne plus être embêté par ce que l'on constate sur le ventilateur. L'alternative étant évidemment de changer le réglage ou de changer le mode, mais ce n'est pas forcément ça qui est prioritairement choisi par les équipes. Alors, on va passer vite là-dessus. Il y a les lésions pulmonaires qui sont induites par la ventilation mécanique. Il y a également les lésions diaphragmatiques. C'est un très joli papier expérimental, encore une fois, de l'équipe de Montpellier, qui avait assez joliment et brillamment documenté la dysfonction diaphragmatique induite par la ventilation mécanique. Est-ce que ça a une traduction clinique réelle? Probablement que oui. En tout cas, il y a des travaux qui suggèrent que ça puisse contribuer, cette dysfonction diaphragmatique, à des problématiques au moment du sevrage. On l'imagine assez volontiers. Un diaphragme qui a été lésé, abîmé, endommagé, peut être la cause ou participer, contribuer à un sevrage qui va être un peu plus long, un peu plus difficile chez les patients. Finalement, quand on s'intéresse à cette question du sevrage, on s'aperçoit qu'un certain nombre de patients présentent des difficultés. De très nombreux vont être assez simples à sevrer. En revanche, dans cette jolie série de plus de 5000 patients, à peu près 65% de ceux qui étaient ventilés pendant au moins 2 jours, on s'apercevait qu'ils n'étaient pas sevrés efficacement ou définitivement à J90, et que parmi les causes de retard au sevrage, il y avait l'utilisation de sédation excessive documentée par des scores de sédation un peu élevés. Donc encore une fois, la façon dont on va gérer la sédation doit être très clairement un élément moteur de nos choix stratégiques thérapeutiques initiaux, et qui va évidemment aussi conditionner le type de mode que l'on va être amené à utiliser secondairement. Donc dès lors qu'on se place dans la situation où on va se fixer comme objectif une sédation légère à modérée, peut-être qu'il faut assez rapidement, en tout cas très rapidement ou le plus rapidement possible, considérer l'utilisation de modes de ventilation assistée, la VSAI, ventilation spontanée en aide inspiratoire, comme on l'appelle en France, qui est un mode en pression, évidemment, qui va présupposer de régler un certain nombre de paramètres, donc l'aide inspiratoire, évidemment, la pente, la vitesse de pressurisation, les cyclages. Mathieu en a bien dit un mot, qu'il s'agisse du trigger inspiratoire ou du cyclage expiratoire. Et donc ça, c'est tous ces paramètres qui vont
permettent d'affiner le réglage et l'utilisation de ce mode-là et le rendre possible, même dans des situations de prise en charge de patients présentant des insuffisances respiratoires aiguës. Alors, je vous l'ai dit, c'est un mode en pression qui présente une caractéristique essentielle, le différenciant de la ventilation en pression contrôlée, c'est celle de la variabilité du temps inspiratoire qui va être rendu possible par l'utilisation de ce mode-là, alors que le temps inspiratoire est totalement fixe et imposé par la machine lorsqu'on est en ventilation en pression contrôlée. Mais dans un cas comme dans l'autre, il s'agit d'une pression que l'on va régler, pression à laquelle va correspondre un niveau de volume qui va être généré par le patient. Le problème, encore une fois, c'est que le fait de faire ça, ça ne garantit pas non plus le fait que vous allez ne pas faire de bêtises chez le patient et être totalement sécuritaire, puisque quand on se réfère à ce qu'Audrey évoquait sur l'équation du mouvement, effectivement, il y a ce qui est en relation directe avec ce que le ventilateur va produire comme pression, comme énergie, mais également ce que le patient va être capable de faire. Et la pression résultante de l'activité musculaire, elle est évidemment importante. Et quand on est dans une modalité autorisant la conservation d'une activité ventilatoire spontanée, donc au patient la possibilité de faire des efforts inspiratoires, ça va générer une pression, une dépression au niveau pleural qui va être d'autant plus négative que l'effort consenti par le patient va être important. Et l'ensemble de tout ça, donc ce qui est de la pression musculaire plus de la pression qui va être générée par le ventilateur, ça quantifie la quantité de stress, d'étirement, si vous voulez, et de la déformation qui vont en résulter. Et ça se rapproche de la pression transpulmonaire, c'est-à-dire la différence de pression qui est entre ce qu'il y a dans l'alvéole et au niveau pleural. Et quand il y a des quantités de stress trop importantes, ou que la pression transpulmonaire consécutive aux efforts que va faire le patient va être excessive, et ça peut contribuer à ce qu'on appelle des PCLI, donc c'est des Patient Self-Inflicted Lung Injury, c'est-à-dire que c'est le patient qui s'auto-inflige, si vous voulez, des dommages. Alors quand on dit s'auto-inflige, oui, il se les auto-inflige surtout parce qu'en fait on a mal réglé le ventilateur ou parce qu'on a toléré des efforts qui étaient peut-être un petit peu excessifs. Et parmi les causes de stress excessif, il y a évidemment un niveau d'assistance excessive. Et donc il faut faire attention aussi, quand on utilise ces modes de ventilation en aide inspiratoire, à la façon dont on règle ces niveaux d'assistance, parce qu'on peut, sans s'en rendre compte peut-être, être à l'origine de dommages qui vont être consécutifs à, encore une fois, simplement un réglage inapproprié. Pour documenter ça, regardez ce qui se passe. Deux situations un peu caricaturales. Donc, deux patients qui ont des atteintes pulmonaires qu'on va qualifier de non focales, pour faire plaisir à Jean-Michel, ou diffuses, comme on veut. Dans ce cas-là, le patient il est ventilé de façon totalement imposée, passive. Donc, le patient ne fait pas d'effort musculaire, n'a pas la possibilité de déclencher un cycle ventilatoire. Et donc, vous voyez, la pression œsophagienne dans ce cas-là, elle est positive. À l'inverse, là, dans cette situation-là, le patient qui présente une atteinte à peu près de la même importance, il est placé dans une modalité ventilatoire autorisant des efforts inspiratoires. Vous voyez qu'à l'occasion de l'effort inspiratoire, on a une dépression. Donc, la pression œsophagienne, la pression pleurale varie. Elle est négative parce que c'est la traduction de l'effort inspiratoire réalisé par le patient. La conséquence de tout ça, c'est que la pression transpulmonaire, finalement, elle est plus importante en ventilation spontanée, dans un mode de ventilation autorisant cette ventilation spontanée qu'en ventilation passive. Le delta de pression entre l'alvéole et la plèvre, donc la pression transpulmonaire, la quantité de stress va être plus importante en ventilation avec support ventilatoire autorisant les efforts ventilatoires du patient que quand la ventilation est totalement passive. Il y a aussi des différences en fonction des zones de poumons et la quantité de stress ou la pression transpulmonaire elle peut être évidemment différente selon qu'on s'intéresse aux zones plutôt dépendantes ou non dépendantes du poumon. Et donc, ce n'est pas forcément toujours un gage de sécurité que d'utiliser un mode de ventilation tel que l'aide inspiratoire, puisqu'encore une fois, ça peut être à l'origine d'un excès de pression transpulmonaire, d'un excès de stress et de possibles lésions pulmonaires également qui seraient induites par la ventilation mécanique. D'où l'intérêt peut-être, et ça c'est ouvert à débat, de l'utilisation de modes intermittents permettant aux patients la possibilité d'effectuer des efforts ventilatoires spontanés, des modes en pression, c'est souvent des modes en pression, dont il en existe deux grandes. Alors ils ont quelques similitudes, mais il y a également une différence essentielle. C'est d'un côté la BiPAP, de l'autre côté la PRV.
je ne sais pas si c'est des modalités ventilatoires que vous utilisez. Il y a une différence essentielle, c'est que la PRV, c'est un mode qui est totalement asynchrone. Il n'y a aucune synchronisation entre le patient et le ventilateur. Là où il y a une part de synchronisation que l'on ne peut pas totalement éliminer quand on fait le choix d'utilisation de la BiPAP. Donc philosophiquement parlant, c'est un peu assez similaire, c'est-à-dire qu'on va autoriser au patient la possibilité d'avoir une activité ventilatoire spontanée malgré le fait de travailler avec une pression positive. Donc le patient va pouvoir exercer des cycles spontanés sur une pression qui va être haute ou sur une pression qui va être basse, avec ou sans synchronisation, selon qu'on utilise de la BiPAP ou de la PRV. Alors, quand on utilise la PRV, on va être amené à régler une pression haute, une pression basse, un temps de maintien de la pression haute et un temps de maintien de la pression basse. Je ne fais pas l'affront de vous passer en revue toutes les modalités de réglage de la PRV, mais il y en existe de très très nombreuses. Les garder en tête. Donc, philosophiquement parlant, on va régler 2 niveaux de CPAP, pour être très caricatural, et le patient va ventiler spontanément sur une CPAP haute et une CPAP basse, avec un passage automatique, réglé par le temps, conditionné par le temps, de réglage du temps haut et du temps bas, du niveau élevé au niveau bas de CPAP. Alors, est-ce que ça peut présenter un intérêt ? Très honnêtement, on n'a pas tant de données que ça dans la littérature. Il y a un papier tout récent qui vient d'être publié dans la revue Intensive Care Médecine, l'étude Birds, conduite par Jean-Christophe Richard. Si vous voulez aller la voir, les résultats ne sont pas inintéressants. De façon plus ancienne, on a quelques travaux. Donc ça, c'était des patients, vous voyez, qui étaient en insuffisance respiratoire, mais avec comme volonté de tester pression contrôlée versus un mode en pression qui autorise une activité ventilatoire spontanée au patient. En l'occurrence, ils utilisaient la PRV. Donc c'est un vieux travail qui a une vingtaine d'années. Il y avait, à l'évidence, en tout cas sur ces quelques patients, quelques petites différences d'ordre hémodynamique avec un index cardiaque et une pression artérielle moyenne. Alors la pression artérielle moyenne, elle n'était pas différente sur les deux groupes, mais il y avait quelques petites différences de débit cardiaque, avec un débit qui était un peu mieux conservé, on va dire ça comme ça, dans le groupe pression contrôlée en termes d'APRV, que quand ils évaluaient le groupe APRV. En revanche, des échanges gazeux qui étaient meilleurs avec l'APRV et un recours à la sédation déjà qui était significativement moins important en utilisant l'APRV plutôt que la pression contrôlée. Donc peut-être que c'est des modes qui pourraient permettre en tout cas d'épargner de la sédation pour tendre vers les objectifs de sédation légère à modérée et peut-être éviter des sédations excessives qui vont retarder secondairement la possibilité d'un sevrage ventilatoire. Dans ce même travail, quand on regardait la conséquence de l'utilisation de l'un ou de l'autre, alors attention, on parle d'une étude qui comprenait 30 patients, donc il faut rester modeste et prudent surtout dans les messages, mais en tout cas, il y a retrouvé une différence sur la durée de ventilation et sur la durée d'intubation, les deux étant en faveur de l'utilisation du mode APRV plutôt que de la pression contrôlée. Autre travail, cette fois-ci plus physiologique. Et ils ont montré quoi ? Je vais passer rapidement, que la possibilité d'utiliser des efforts ventilatoires spontanés à l'occasion du réglage du ventilateur en utilisant la PRV, ça pouvait permettre un effet recrutement par la conservation d'une activité contractile, la conservation d'une contraction du diaphragme, notamment dans les zones les plus dépendantes du poumon. Et de façon démontrée de façon assez élégante dans ce travail. On va passer rapidement pour en venir rapidement à la conclusion. Alors, qu'est-ce que je vous propose de retenir sur cette présentation ? Premièrement, qu'on a une offre technologique qui est à l'évidence extrêmement importante. J'aurais tendance peut-être même à aller jusqu'à dire qu'elle est trop importante, puisqu'on s'y perd un petit peu. Il y a certains modes qui ont parfois fait l'objet d'aucune évaluation clinique réelle. Ça a été designé, créé par des ingénieurs dans un laboratoire, et puis on nous les propose sur les machines, en nous disant allez-y les gars, utilisez-les si ça vous intéresse. En tout cas, à l'évidence, on a une offre qui est extrêmement importante. Par contre, l'intérêt clinique, il faut bien être objectif, il est parfois assez limité. Ça, c'est sûr. Ce d'autant qu'un certain nombre de difficultés s'offrent à nous en tant que cliniciens, c'est que parfois un même mode porte des noms différents selon qu'il est proposé par un ventilateur dragueur ou un ventilateur générique, parce qu'il y a des histoires de brevets, évidemment. Et par exemple, la PRV dragueur, ce n'est pas la PRV de chez General Electric. Pourtant, le ventilateur vous affiche le même nom, mais ce n'est pas le même mode, il ne fonctionne pas de la même façon. Il y a des différences de l'un et de l'autre, entre l'un et l'autre, qu'il faut connaître, sinon, encore une fois, on peut être amené à faire des bêtises et à se tromper dans les réglages de son ventilateur. Et donc, mon conseil, modeste en tout cas, c'est de surtout essayer de travailler avec le ventilateur que vous connaissez et d'utiliser les modes surtout que vous connaissez et que vous comprenez le mieux possible.
Et surtout, de ne pas vous laisser tenter par l'idée d'utiliser un mode que vous ne maîtriseriez pas, en tout cas dont vous ne comprendriez pas très bien le mode de fonctionnement, avec un leitmotiv qui doit être toujours celui qui nous anime. Encore une fois, je l'ai dit et je le redis à l'occasion de la conclusion. Notre objectif en tant que docteur, c'est vraiment d'adapter le ventilateur au patient et pas à tout prix de vouloir adapter le patient au ventilateur. Quand on fait ça, on expose le patient à des sédations qui sont parfois indûment prolongées, parfois à des curarisations dont on peut se passer, avec évidemment un prix à payer au moment de la tentative de séparation du patient de sa machine. Et le choix du mode, il doit être idéalement adapté à des objectifs cliniques assez clairement bien définis, avec également comme idée de limiter tout ce que l'on va générer, même si, et Audrey nous l'a bien dit, la ventilation, ça n'est pas physiologique, pas quelque chose de physiologique, c'est plutôt antiphysiologique. Et donc, il y aura toujours un risque de lésions pulmonaires et ou de lésions diaphragmatiques induites, l'idée étant d'en limiter au maximum l'importance. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, l'objectif étant également de limiter la durée de sédation. Et donc, personnellement, et j'en conclurai avec cette diapositive, ce que j'aurais envie de vous proposer, c'est cette façon de faire. C'est très personnel, donc vous n'êtes évidemment pas obligé de suivre aveuglément ce que je vous propose, mais en tout cas, au départ, quand vous vous retrouvez à devoir intuber le patient parce qu'il est en insuffisance respiratoire aiguë, que vous soyez aux urgences, en réa ou peu importe, dans ce cas-là, vous avez injecté des médicaments, parfois également curarisés, souvent curarisés. Il est assez logique, dans ces cas-là, d'utiliser une stratégie de ventilation totalement contrôlée. Personnellement, je préfère l'utilisation du mode volume que le mode pression, mais c'est très personnel parce que ça va vous permettre d'appréhender des éléments de mécanique ventilatoire que vous appréhenderez peut-être un petit peu moins finement quand vous faites de la pression contrôlée. Et puis, dès que c'est possible, il va falloir alléger la sédation en vous fixant des objectifs, encore une fois, de sédation légère à modérée. Et ça va rendre assez logiquement indispensable l'utilisation de modes différents, puisque si vous continuez à faire de la ventilation contrôlée, il y a un risque que le patient développe une dysynchronie, en tout cas qu'il n'y ait plus d'adéquation parfaite entre ce que va vouloir imposer le patient à la machine et ce que le patient voudrait pouvoir recevoir. Et donc là, ça présuppose d'utiliser des modalités ventilatoires un petit peu différentes. L'aide inspiratoire, c'est évidemment le mode qui a un petit peu tout changé en termes d'assistance, mais il y a parfois des situations où il faudrait probablement faire autre chose que de l'aide inspiratoire. Et l'APRV, peut-être, est une alternative. En tout cas, c'est ce que nous souhaiterions, Jean-Michel et moi et d'autres, explorer dans les années à venir. Et peut-être que cette façon de faire changera un petit peu le paradigme. Je vous remercie et je suis à votre disposition si vous avez des questions.